et bienvenue à tous et toutes dans Des solutions pour demain, le podcast qui explore les actions concrètes pour préserver notre environnement et créer un avenir durable. Dans chaque épisode, nous plongerons au cœur des défis environnementaux actuels et des solutions innovantes qui émergent pour les relever. De la préservation des écosystèmes fragiles à la réduction des déchets plastiques, en passant par les alternatives énergétiques et les pratiques agricoles durables, Des solutions pour demain est dédié à l'exploration des initiatives inspirantes qui façonnent un monde meilleur. En écoutant le podcast Des solutions pour demain, vous irez à la rencontre d'individus passionnés, d'entreprises innovantes et d'associations vibrantes qui œuvrent chaque jour pour protéger notre planète et vous invitent à adopter un mode de vie en harmonie avec la nature. Que vous soyez déjà un fervent défenseur de l'environnement ou simplement curieux de découvrir comment vous pouvez contribuer au changement, Des solutions pour demain vous offrira des informations, des conseils pratiques et surtout une bonne dose d'inspiration pour agir. Car tous ensemble, nous façonnons un avenir où la nature prospère, où l'écologie est au cœur de nos préoccupations et où le mieux vivre devient la norme. Préparez-vous à être inspiré, motivé et à découvrir les solutions qui façonneront notre demain. Merci de nous rejoindre dans cette aventure vers un monde plus vert, plus durable et plus harmonieux. Le thème du podcast d'aujourd'hui, c'est l'agroécologie. Et pour nous en parler, nous avons deux invités. Alain Peters, qui est le directeur de l'ASBL Terre Vivante, et François Namur, qui en est le responsable communication. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette ASBL, eh bien, n'hésitez pas à visiter leur site www.terre-vivante.net. Et tout de suite, une première question, et c'est François Namur, le responsable com, qui va répondre. Terre Vivante, c'est quoi exactement ? Terre Vivante, c'est un projet qui est né il y a 2 ans et demi, c'était en septembre 2021. Un projet, pour faire simple, qui est issu de l'ASBL Terre Vivante et du centre de recherche REA, et en fait qui veut accélérer le développement de l'agroécologie en Wallonie, principalement en Wallonie, même si on en parlera, Terre Vivante est actif dans des limites un petit peu plus larges que la Wallonie simplement. Mais voilà, développer l'agroécologie dans les fermes en les accompagnant au maximum, en leur proposant du conseil indépendant et personnalisé, ce qui est très important parce que il y a du conseil dans les fermes, mais généralement ce sont des firmes commerciales qui le proposent. C'est parfois gratuit de prime abord, mais le but est toujours de vendre quelque chose, que ce soit des intrants commerciaux ou autres par la suite. Nous, on est indépendants, on propose vraiment ce service de façon indépendante et en suivant les agriculteurs aussi dans leur transition, à leur rythme, en fonction de leurs objectifs. Et on travaille aussi, ça c'est la deuxième partie du travail de Terre Vivante, beaucoup en réseau en fait. On essaye de faire en sorte que toutes les connaissances, toutes les expériences, tous les savoirs se partagent au sein du réseau Terre Vivante. Donc on accompagne 55 fermes à l'heure actuelle. C'est important parce que le métier d'agriculteur, c'est un métier souvent solitaire. Ici, on fait en sorte que les gens se parlent. Ça permet, quand on veut se lancer, on sait qu'il y a des risques. Quand on a un collègue qui a déjà fait ses propres expériences, qui sait quelles sont les forces et les faiblesses de telle ou telle pratique, forcément après on est peut-être rassuré pour se lancer et on va aussi plus vite parce qu'on minimise les risques. Donc ce partage de connaissances, il est hyper important. On trouve un soutien aussi de la part des autres agriculteurs. Il y a plein d'avantages à travailler en réseau, ce qui ne se fait pas beaucoup en temps normal, mais nous on essaye de pousser cette démarche-là. Dans votre communiqué de presse, et c'est d'ailleurs en le lisant que ça m'a donné envie de vous inviter, vous notez que l'agroécologie, c'est la seule alternative. Et quid du bio ? Je pensais que par rapport à l'agriculture traditionnelle, l'alternative c'était le bio.
Vous êtes un peu la troisième voie ou vous êtes contre bio? Comment ça se passe un petit peu? C'est quoi cette... Oui, voilà. Bon, mais l'agroécologie, si on veut la définir en une phrase, simplement, c'est imiter la nature. Hein, et la bio peut, et souvent, imite la nature aussi, quoi. L'agroécologie, c'est une science qui a émergé sous sa forme moderne dans les années 1980-1990. C'est une pratique, hein, on peut pratiquer l'agroécologie, et il y a des paysans du passé, sur tous les continents d'ailleurs, qui ont développé des systèmes agroécologiques il y a des siècles, parfois des millénaires. Pas tous, parce que beaucoup d'agriculteurs du passé ont détruit leur sol, en fait, et les sols ont été ruinés, mais on a développé aussi des systèmes agroécologiques. Et puis c'est un mouvement social parce que les gens veulent de plus en plus avoir des aliments issus d'une agriculture naturelle au sens large, locale, peu transformée par l'agro-industrie. Donc ce sont ces trois choses-là à la fois. Mais il y a deux voies vers l'agroécologie. L'agroécologie, c'est une transition. Ce n'est pas une question de blanc ou noir, de oui ou non, comme la bio, ce qui est évidemment très positif aussi, hein, il n'y a pas de jugement de valeur. Mais simplement, l'agroécologie est une transition, une voie vers quelque chose. Et la bio, ben, on est ou on n'est pas bio en fonction du fait qu'on respecte le cahier des charges ou non, quoi. Alors, il y a une phase de conversion de 2 à 3 ans, mais on est déjà en bio. Là, on est en conversion bio et puis on est reconnu comme 100% bio. Donc ça, c'est une des voies. Puis l'autre voie, c'est de réduire progressivement le travail du sol, parce qu'en fait, le travail du sol détruit la structure du sol, la fertilité du sol et aussi la vie du sol. Et de couvrir les sols, parce qu'on s'est rendu compte maintenant, depuis quelques années, on a fait beaucoup de progrès dans la compréhension de la vie du sol depuis une quinzaine d'années, en faisant d'ailleurs un parallèle aussi avec le microbiote intestinal humain. Hein, ce sont des processus très comparables. La racine d'une plante, c'est un peu un intestin renversé et inversement. Donc on a fait beaucoup de découvertes et on a compris maintenant qu'en fait, les plantes alimentent les bactéries et les champignons symbiotiques avec du carbone liquide. Donc ce sont diverses molécules. On connaissait ces exsudats racinaires depuis longtemps, mais on n'avait pas compris l'importance de ces exsudats. Maintenant, on dit qu'en moyenne, une plante investit 30% des produits de la photosynthèse dans l'alimentation des bactéries et des champignons. Donc c'est énorme en fait. Hein. Si vous investissez 30% de votre salaire tous les mois dans quelque chose, c'est que ça doit valoir la peine, quoi. Et effectivement, ça vaut la peine parce que déjà, les micro-organismes du sol symbiotiques protègent les plantes vis-à-vis des maladies, par exemple. Ça, c'est pas rien. Hein. Ils constituent un obstacle physique le long des radicelles. Quand il y a un parasite qui arrive, un pathogène plutôt, il ne sait pas rentrer dans la plante. C'est déjà physique. Mais c'est aussi chimique, parce qu'il y a des bactéries qui émettent des antibiotiques qui tuent les bactéries pathogènes. Elles sécrètent des hormones de croissance pour la plante. Et plus elles soignent leur plante favorite, plus la plante est en bonne santé, plus elle produit de la photosynthèse, et plus elle alimente les bactéries et les champignons. Donc c'est vraiment une symbiose, quoi. Et donc pour ça, il faut couvrir les sols et arrêter de travailler les sols. Et puis il faut diversifier la rotation, il faut avoir plus de plantes dans la rotation, parce que plus on a de plantes, plus on a de diversité de bactéries et même dans une moindre mesure de champignons. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'agriculture de conservation. Qui fait ça, mais qui continue à employer des pesticides. Petit à petit, comme ils régénèrent la vie des sols, ils ont de moins en moins de problèmes de pathogènes, de ravageurs même, mais ils continuent à employer des herbicides, voilà. Et ils diminuent aussi les engrais progressivement, parce qu'ils restaurent la fertilité du sol. Donc il y a ces deux grandes voies-là, bio et agriculture de conservation. Et la bio, sa grande force, c'est qu'elle supprime d'un coup les pesticides, et je crois que tout le monde a envie de supprimer les pesticides, en tout cas les citoyens et les agriculteurs eux-mêmes. Mais la bio continue à travailler souvent intensivement les sols. Et donc ça, c'est défavorable à la vie du sol.
Et l'idéal, ça serait d'hybrider les deux systèmes, de supprimer les pesticides et les engrais de synthèse, et aussi de réduire fortement le travail du sol et de couvrir les sols en permanence. Donc ça veut dire qu'en agroécologie, on ne met pas de pesticides, si je Non, comprends bien. c'est-à-dire qu'on en met de moins en moins, soit on les supprime, et c'est la voie bio, hein, et donc il y a des bio qui sont très agroécologiques, d'autres qui le sont moins parce qu'il y a une tendance à l'industrialisation de la bio, mais les bio pionniers et beaucoup de bio sont dans cette transition et quelquefois très avancés dans la transition agroécologique. Et puis les autres réduisent progressivement les pesticides, ce qui est tout à fait honorable aussi. Mais l'agroécologie, ça n'est pas que des techniques aussi. C'est aussi les aspects sociaux, économiques. On vise une rentabilité, on vise le respect de l'humain. Parce que dans le cahier des charges bio, il n'y a rien sur l'humain, quoi. Et parfois, il y a des dérives. Par exemple, dans le sud de l'Espagne, tout le monde a entendu parler de la mer de plastique où on produit des légumes, essentiellement conventionnels d'ailleurs, mais il y a aussi des bio dans cette mer de plastique. Et les travailleurs de cette zone sont souvent des femmes marocaines qui sont pas toujours très respectées, très mal payées, etc., qui vivent dans des conditions vraiment très difficiles. Ça, c'est pas de l'agroécologie. Oui. Et en agroécologie, on tient finalement compte des 3 piliers du développement durable aussi, c'est-à-dire le pilier économique, social et environnemental. Et l'idée de l'agroécologie, ça c'est une des idées fondamentales aussi, c'est la stratégie écologique de l'agroécologie, c'est de remplacer les énergies fossiles et les produits qui sont fabriqués à partir d'énergies fossiles, comme les engrais de synthèse et les pesticides, par des services rendus par la biodiversité. Et c'est la biodiversité, les légumineuses qui fixent l'azote, et elles peuvent en fixer beaucoup et gratuitement. C'est la biodiversité qui protège les plantes vis-à-vis des maladies, donc on n'a plus besoin de fongicides. C'est la biodiversité qui protège les plantes vis-à-vis des ravageurs, souvent des insectes ou des limaces, et on n'a plus besoin d'insecticides ou de molluscicides. Et puis les adventices, le contrôle des adventices, on ne parle pas de mauvaises herbes parce que c'est un peu un terme péjoratif et voilà, donc on parle plutôt d'adventices. Elles sont gérées par les plantes en priorité, par des couverts diversifiés en espèces qu'on sème entre 2 cultures principales, par des prairies temporaires qui rentrent dans la rotation des cultures annuelles, et par les cultures elles-mêmes, ça c'est en priorité, et puis par des travaux mécaniques ou par des petites doses d'herbicides suivant les voies. Donc quand vous parlez de biodiversité, ça veut aussi dire, par exemple, laisser courir des cailles dans les champs de pommes de terre, comme ça quand il y a des dorifores, les cailles, elles mangent les dorifores et on n'est pas obligé de mettre des pesticides. Par exemple. Est-ce que vous pouvez nous parler des principaux défis auxquels l'agriculture wallonne est confrontée et comment est-ce que l'agroécologie peut répondre à ces défis ? Mais le grand défi, on a entendu évidemment les agriculteurs eux-mêmes les énumérer lors des protestations récentes. Le plus grand défi, c'est le revenu. Le prix que les agro-industries et les distributeurs, donc les centrales d'achat de ces distributeurs, payent aux agriculteurs est trop faible. Et c'est ça leur principal problème. Et surtout les éleveurs de bovins à viande, aussi dans une moindre mesure les éleveurs laitiers. Les céréaliers s'en sortent un peu mieux pour le moment, mais les prix des céréales sont à la baisse et même en chute libre depuis quelques semaines. Donc le principal revenu, ce sont les prix. Et ces prix ne sont pas justes. Ils ne rémunèrent pas le travail. Enfin, beaucoup d'agriculteurs ont des revenus beaucoup trop faibles. Alors, c'est un métier de passionné. Ils acceptent de travailler 60 heures par semaine, voire plus, et d'être mal payés. Mais ça n'est pas juste. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut solutionner. Le deuxième problème qu'ils ont énoncé, c'est la charge administrative. Elle est énorme dans toutes les professions, mais particulièrement chez les agriculteurs, et pas seulement la charge administrative de la PAC, mais aussi de l'AFSCA, de l'ARCIA, évidemment des déclarations d'impôts, des déclarations PAC, etc. Et le troisième sujet qui les préoccupe, ce sont les accords commerciaux internationaux. En ce moment, on parle beaucoup du Mercosur.
Je ne pense pas qu'il faille s'opposer aux accords commerciaux internationaux. Il est normal qu'il y ait des échanges internationaux, mais il faudrait qu'ils soient plus équilibrés et qu'ils ne se fassent pas au détriment de l'agriculture, parce que les agriculteurs, c'est mon avis aussi, ont l'impression qu'on essaye de pouvoir vendre des produits très élaborés, industriels, des voitures de luxe, des Airbus ou des choses comme ça, et qu'on fait des concessions sur les produits agricoles. Et il faut aussi savoir que l'agriculture européenne n'est pas compétitive au niveau mondial. Elle peut exporter parce qu'elle est fortement subsidiée, mais elle est moins compétitive que l'agriculture d'Amérique du Nord, du Brésil, d'Argentine, d'Ukraine, etc. Pourquoi ? Parce que le travail coûte plus cher chez nous, la terre coûte beaucoup plus cher. En Belgique, les prix sont faramineux, même par rapport à la France. Et puis, nos fermes sont petites. Et l'agroécologie peut justement apporter, puisque c'était la deuxième partie de votre question, qu'est-ce que l'agroécologie peut apporter à ça ? Eh bien, nous, on veut relocaliser au maximum la production des aliments. Ça ne veut pas dire à 100%, évidemment, mais au maximum, aussi pour des raisons stratégiques, d'ailleurs, parce qu'on voit bien que dans un monde où il y a de plus en plus de tensions, y compris militaires, en Europe, si on n'est pas capable de se nourrir nous-mêmes, on est mal, évidemment. Mais c'est aussi pour des raisons énergétiques. On consomme moins d'énergie quand on transporte moins les aliments. Pour des raisons de fraîcheur, les produits locaux sont plus frais. On fait vivre non seulement les agriculteurs, mais aussi des artisans locaux. Donc on redynamise les zones rurales. Tout ça sont des thèmes qui nous intéressent beaucoup. Et on a une stratégie en agroécologie pour sortir de cette logique mortifère de l'agriculture conventionnelle, où le prix des intrants ne cesse d'augmenter et le prix payé aux agriculteurs pour leurs produits varie beaucoup sur le marché mondial, a souvent tendance à la baisse, mais on le voit pour les céréales par exemple, pour le moment. Et donc ça entraîne des pertes de revenus, et les agriculteurs n'ont pas d'autre choix que de toujours investir plus, s'endetter plus pour s'agrandir, parce que le revenu par hectare diminue. Et en agroécologie, on a une autre optique. On veut réduire les coûts de production en utilisant de moins en moins d'intrants et en coopérant avec la biodiversité qui remplace les intrants et qui fait ça gratuitement, et puis en ciblant des produits de qualité, par exemple des céréales panifiables par rapport à des céréales fourragères. En Wallonie, on produit très peu de céréales panifiables, et on ne couvre pas nos besoins en céréales panifiables. Et puis, chaque fois que c'est possible, en transformant les produits et en les vendant en circuit court et local. Et donc, aux revenus issus de la production, on ajoute le revenu de la transformation et de la commercialisation des produits, et du coup, les fermes peuvent rester plus petites et deviennent plus rentables. Elles peuvent produire de la qualité aussi, parce que le gros atout de l'agriculture européenne, c'est de la qualité. On fait des vins fantastiques, on fait des fromages extraordinaires, ce que les autres ne savent pas faire. Par contre, battre l'Ukraine sur les céréales, là, ça n'ira pas, quoi. Alors, avant de parler peut-être de la façon dont vous soutenez concrètement les agriculteurs, j'aimerais vous demander quelle est la réaction des politiques vis-à-vis de l'agro-agriculture et aussi des syndicats comme la FUGEA, comme la FOA, comme la FJA, donc Fédération des jeunes agriculteurs, Fédération wallonne de l'agriculture. Eux, ils en pensent quoi de tout ce que vous venez de nous expliquer ? Voilà. Je voudrais quand même citer le cas de la France, parce qu'en France, il y a eu un ministre il y a quelques années, le ministre Le Foll, qui était ministre de l'Agriculture, qui était agronome de profession et qui a compris que l'agroécologie était la voie du futur. Il a fort soutenu l'agroécologie au niveau français, au niveau mondial, à travers la FAO. Aujourd'hui, l'enseignement en France a été réformé, la recherche a été réformée, intègre l'agroécologie, etc. Il y a une loi sur l'agroécologie. En Belgique, c'est différent, mais en Wallonie, on a la chance d'avoir une population qui connaît de mieux en mieux l'agroécologie, ou qui, en tout cas, veut qu'on mette en place quelque chose qui ressemble très très fort à l'agroécologie. Et
Donc, il y a un mouvement de la base avec beaucoup d'initiatives. Nous ne sommes pas les seuls, évidemment. Nous, on s'occupe des fermes de taille normale, disons, en Wallonie. Il y a aussi des gens qui s'occupent des maraîchers, etc. Et les maraîchers et les agriculteurs eux-mêmes, évidemment, qui sont les premiers acteurs. Il y a beaucoup de gens qui développent des filières, etc. Bon, donc, il y a tout un mouvement qui vient de la base. Mais depuis quelques années, il y a eu aussi en région wallonne la ministre Tellier, qui a eu l'initiative de profiter de budget européen pour soutenir l'agroécologie, et ce qui permet de développer des petits projets avec des agriculteurs, on en bénéficie aussi, et de développer aussi l'encadrement, l'accompagnement plutôt des agriculteurs. Justement, on va en parler de cet accompagnement. Comment est-ce que votre ASBL Terre Vivante soutient concrètement les agriculteurs ? On rappelle, vous occupez, vous soutenez 55 fermes, principalement en Wallonie, mais quelques-unes en France aussi. Mais comment vous les soutenez ? C'est un gros travail de terrain. On a une équipe de 4 ingénieurs agronomes qui sont tous issus du monde agricole, qui ils sont parfois même encore engagés de très près au-delà de leur activité chez Terre Vivante. Et donc ces 4 ingénieurs agronomes qui sont, et ça c'est super important chez Terre Vivante, en formation continue, parce que on essaye de développer les connaissances au maximum. On a la chance d'avoir Alain avec nous qui a une grande expérience et qui la transmet à l'équipe, qui fait en sorte qu'il y ait ce développement de connaissances en continu. Et donc ces ingénieurs agronomes, ils sont tout le temps sur le terrain, dans les fermes. En moyenne, quand une ferme devient membre adhérente du réseau Terre Vivante, elle bénéficie de 8 à 10 visites de terrain par an, ce qui est énorme. Il n'y a personne d'autre qui propose ce genre de choses. Ça, ce sont les visites de terrain. Et puis, il y a aussi tous les contacts téléphoniques, par mail, par les réseaux sociaux, par WhatsApp, etc. Et donc, ça permet d'avoir la possibilité pour les agriculteurs de poser toutes leurs questions aux ingénieurs agronomes dès qu'ils ont une interrogation sur quelle composition de couvert végétal entre deux cultures semées, quand semer, de quelle façon, etc. Voilà, les questions peuvent être multiples, ou simplement c'est un simple doute. On a besoin de soutien, on n'est pas sûr, on n'a pas confiance en ses connaissances. Voilà, nos ingénieurs agronomes sont là, ils connaissent parfaitement les fermes de notre réseau, ils se les sont répartis en fonction de leurs compétences, en fonction de la géographie aussi, mais ils connaissent par cœur en fait les fermes où ils vont. Et ça permet vraiment de répondre de façon ultra personnalisée aux interrogations de chacun. Et puis ce qui est important aussi, c'est que quand on débute le travail d'accompagnement avec une ferme, on effectue ce qu'on appelle un diagnostic qui est fait avec un outil qui s'appelle Oasis, qui intègre différentes dimensions et qui juge à un moment donné en fait où la ferme se situe dans sa transition agroécologique. Donc les dimensions, elles sont aussi bien au niveau des pratiques agricoles que environnementales, économiques, sociales, etc. Il y a vraiment toute une série de critères. Ce diagnostic qui permet de voir où on se situe et vers où on va aller aussi. Et il permet de prendre des décisions, en fait, d'agir sur les mois et les saisons qui viennent. Ce diagnostic, on le refait une fois par an. Ça permet de juger de la progression, en fait, des fermes dans leur transition agroécologique. Et ça donne la direction à prendre, aussi bien pour l'agriculteur que pour les ingénieurs agronomes qui suivent les fermes. Et ça permet de prendre les choses dans leur ensemble, en fait. Ça, c'est une des grandes forces de Terre Vivante, c'est qu'on travaille de façon systémique. On n'agit pas sur un problème comme ça, sorti de nulle part. En fait, on agit de façon globale. Ça permet d'être beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficient. On le sait, le bio, on peut aussi l'utiliser dans son jardin. Est-ce que l'agroécologie, les auditeurs qui nous écoutent, qui ont un petit bout de jardin, peuvent faire de l'agroécologie ? Ou bien c'était uniquement destiné, est-ce qu'on peut appliquer au jardin ? On parle justement de beaucoup plus de permaculture quand ça s'adapte au jardin, même si en réalité la permaculture, c'est une philosophie beaucoup plus globale, beaucoup plus large, qui n'englobe pas que le jardinage. Ça englobe vraiment tous les aspects de la société, je dirais.
Mais on peut appliquer des principes de l'agroécologie dans son jardin, tout à fait, Alain. Oui, les principes de culture ou d'élevage en agroécologie et en permaculture sont les mêmes, en fait. C'est l'échelle qui change aussi. Oui, tout c'est en Europe qu'on parle de permaculture pour les jardins particuliers et le maraîchage sur 1, 2, 3 hectares, dans des petites fermes, et d'agroécologie plutôt pour les plus grandes fermes. Mais c'est un peu une caractéristique de l'Europe, ça. On pourrait très bien parler de permaculture pour des grandes fermes aussi. Mais la grosse différence, c'est que la permaculture est une philosophie, hein, tu viens de le dire, plus large, et l'agroécologie est une science. Et elle se focalise sur la chaîne agroalimentaire. Donc pas seulement les fermes, mais l'entièreté de la chaîne agroalimentaire, alors que la permaculture s'intéresse aussi à l'habitat humain et voilà. Mais c'est tout simple en fait, hein. Il s'agit simplement d'imiter la nature, donc on peut le faire dans son jardin. Dans les deux cas. On peut faire des associations de plantes, tout simplement pour repousser les différents ravageurs qui vont venir sur les légumes qu'on a envie de cultiver. On n'est pas obligé d'utiliser des traitements chimiques dans son jardin, il suffit de faire une place à la biodiversité. En fait, plus la biodiversité est variée et au moins les ravageurs vont pouvoir agir tout simplement. Au plus ils auront des ennemis naturels et il n'y aura pas besoin d'utiliser des produits dans son jardin. Et la même chose, hein, on parlait du travail du sol tout à l'heure, ça aussi, ça s'applique dans son jardin. Il n'y a pas besoin forcément d'utiliser sa bêche ou son motoculteur. On peut couvrir les sols au maximum, travailler leur structure de cette façon-là, et puis peut-être un petit coup de grelinette au besoin, mais sans plonger en profondeur dans le sol et en modifier la structure, en attaquer la biodiversité tout simplement. Avec l'agroécologie, est-ce que les légumes ont meilleur goût ? Parce qu'en bio, quand on goûte une tomate ou une carotte bio, on sent la différence de goût. Agroécologie, la même chose. J'ai mangé une carotte cultivée par un fermier qui fait de l'agroécologie. Je vais le sentir, le goût ? C'est surtout au niveau de la qualité des légumes. Technique d'ailleurs. Il y a deux aspects. Il y a la densité nutritionnelle. Et là, on a pu montrer que sur des sols vivants, justement, dans lesquels on ne détruit pas la vie du sol avec des travaux intensifs et où les sols sont toujours couverts, la densité nutritionnelle était supérieure. Souvent le goût aussi, parce qu'on n'emploie pas les mêmes variétés déjà. Hein. On sait que les variétés sélectionnées pour l'industrie ont peu de goût, on peut les cultiver comme on veut, ça a peu de goût. Tandis que des tomates anciennes, par exemple, ont beaucoup plus de goût. Mais il y a aussi le fait que dans le sol, il y a des champignons endomycorhiziens qui modifient le goût des plantes. Et c'est ça, les relations entre les plantes et les micro-organismes du sol sont absolument fabuleuses. Et un de ces aspects incroyables, c'est que ces champignons modifient le goût. Et dans le bon sens pour nous, parce que le goût c'est un peu relatif, mais ils rendent le goût plus agréable pour nous, même pour des céréales qui ont quand même peu de goût par rapport à des fruits ou à des légumes, on peut ressentir cette différence. Mais le goût, c'est important, mais le principal, c'est la qualité nutritionnelle des aliments, et ça, on n'y fait pas toujours attention, mais c'est quelque chose, malheureusement, qui a baissé au cours des dernières décennies, et on ne s'en rend pas vraiment compte. Et comment mesurez-vous l'impact de l'agroécologie sur les fermes que vous accompagnez ? Avec l'outil Oasis, dont je parlais il y a un instant, qui a été développé par Alain avec deux autres chercheurs, ça permet, comme je le disais, de faire une vue par hélicoptère au début de l'accompagnement et puis d'année en année. En fait, c'est un questionnaire, si on veut, que l'agronome remplit. Il y a toute une méthodologie à appliquer. Ça prend généralement 1 heure pour faire cet entretien avec l'agriculteur. Et puis, toutes les données sont agrégées et forment en fait des figures en radar qui permettent de voir sur une échelle de 1 à 5 où se trouve, en fonction des différents facteurs qu'on juge, où se trouve la ferme. Et ça permet vraiment de façon très très visuelle. Bon, évidemment, on est à la radio, c'est difficile de vous le montrer, mais vous pouvez imaginer une figure en radar et de voir vraiment la progression d'année en année.
Et ce qu'il y a de bien, c'est que, je le disais tout à l'heure, Terre Vivante existe depuis 2 ans et demi. Récemment, on a eu vraiment l'état d'avancement des fermes après 1 an d'accompagnement, et on a pu voir la progression. Et elle est réelle, elle est parlante en fait, cette progression des fermes. Et au-delà de ça, on a les témoignages aussi évidemment de nos agriculteurs avec qui on communique beaucoup et qui nous disent souvent tout ce que peut leur apporter Terre Vivante, que ce soit en matière de pratiques agricoles, mais pas seulement, aussi en termes de soutien tout simplement, et de confiance en eux et de sens retrouvé à leur travail aussi. Ça, c'est hyper important. Au niveau du monde agricole, on a eu tendance à perdre pas mal le sens de ce qu'on faisait. C'est dû au fait qu'on était depuis les années 50 dans une agriculture conventionnelle intensive et où on reproduisait les mêmes choses sans forcément se questionner sur la pertinence de ce qu'on faisait, sans prendre les choses dans une logique systémique, comme on le disait tout à l'heure. Quand on prend les choses de façon plus globale, quand on sait pourquoi on les fait, quand on remet la biodiversité et la nature au centre du jeu, on sait pourquoi on travaille, on sait pourquoi on fait telle ou telle chose, et le sens, il revient tout seul en fait. Alors, les agriculteurs que vous accompagnez, je suppose que vous demandez une sorte de rémunération. Comment est-ce que ça se passe? Il y a une cotisation? Ouais, vous participez au bénéfice de ce que vend l'agriculteur? Non. Comment on demande une cotisation annuelle de 300 € simplement, qui est vraiment très faible, puisque quand on met ça en relation avec le nombre de visites de terrain tout simplement dont je vous parlais tout à l'heure, de 8 à 10 visites de terrain par an dans chaque ferme en moyenne, sans compter les dizaines de coups de téléphone avec les ingénieurs agronomes, et puis ça j'en ai pas encore parlé, mais toutes les autres activités qu'on organise. On organise des workshops, donc des réunions avec nos agriculteurs durant lesquelles ils peuvent échanger sur leurs pratiques, sur leurs fermes, sur leur système, sur leurs difficultés, etc. On organise des visites de fermes inspirantes, qu'elles soient dans notre réseau ou pas. On organise des formations aussi à destination des agriculteurs. Donc voilà, quand on fait le ratio entre les 300 € de cotisation annuelle et ce qu'on propose, c'est extrêmement faible. On demande simplement aux agriculteurs de s'engager sur une période de 3 ans pour pouvoir voir une réelle évolution dans leur travail. Mais voilà, ce qui est important surtout, c'est que tous les gens avec lesquels on travaille, tous les agriculteurs avec lesquels on travaille, la très grande majorité, en fait, nous contactent d'eux-mêmes pour devenir membres de Terre Vivante. Et c'est important parce qu'ils sont ultra motivés à avancer, à progresser. Et dernier point qui rebondit un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au bio et au conventionnel, c'est important de faire la nuance. En fait, il n'y a pas le bio qui est tout blanc, le conventionnel qui est tout noir, il y a plein d'entre-deux, il y a plein de nuances en fait. Chez Terre Vivante, on travaille avec des fermes qui sont dans tous les systèmes, en bio, en conventionnel, tous les systèmes intermédiaires que le grand public ne connaît pas forcément. Mais on ne veut laisser personne sur le bord du chemin, et c'est pas parce qu'on n'est pas en bio, parce que certains ne veulent pas spécialement acquérir le label bio pour une raison ou pour une autre, qu'on ne fait pas des choses qui sont bien au niveau qualité du travail, au niveau environnemental, etc. Il y a plein d'agriculteurs qui n'ont pas le label bio, qui travaillent de façon très agroécologique déjà. Alors, le fait que les agriculteurs échangent les connaissances et les expériences entre eux, qu'est-ce que ça leur rapporte et pourquoi est-ce que c'est important? Oui, mais les agriculteurs de nos jours sont fort isolés. Ils vont travailler dans leur champ, ils se croisent sur la route avec leur tracteur, ils ont peu d'occasion de se parler. Et puis, tous les jours, ils doivent prendre des décisions parce qu'il y a des problèmes ou des choses à faire, et ils sont seuls. Et aussi, ils ne sont pas au courant nécessairement de toutes les avancées des techniques, des nouveaux outils, de la science aussi, et de ses retombées pratiques. Et chez Terre Vivante, c'est un endroit où les agriculteurs peuvent se voir, se parler, échanger leurs connaissances, échanger leurs problèmes. Quelqu'un qui a eu un problème, qui l'a solutionné, l'explique aux autres. Et quelqu'un qui a solutionné un problème dans tel domaine n'a pas la solution pour un autre problème, mais c'est un autre agriculteur qui va lui expliquer comment faire. Donc c'est ces échanges horizontaux entre agriculteurs et entre eux et nous, puisque les agronomes ont vu souvent
beaucoup de fermes et parfois sur plusieurs continents. Donc on peut ramener aussi des éléments et toutes ces connaissances complémentaires qui sont essentiellement techniques et pratiques qui viennent des agriculteurs, puis des connaissances pratiques des jeunes agronomes, puisqu'ils sont tous issus du monde agricole, ils ont travaillé avec leurs parents depuis qu'ils sont tout petits, ils ont aussi ces connaissances pratiques, ils ont des connaissances scientifiques en plus, ça permet de dégager des voies et comme l'a dit François, ça les rassure sur leur choix et ils se sentent soutenus, quoi, hein. Et les gens qui changent aussi sont souvent observés par les voisins, dire ah oui, il fait cette technique, il sème dans un engrais vert sans même labourer, c'est un fou, etc. C'est vrai qu'on est un peu fou, mais moi le premier, mais c'est parfois un peu dur d'avoir ce regard critique des voisins, tandis que quand tous les gens qui veulent changer sont ensemble, ils disent « Ah ben oui, moi, je suis peut-être un peu fou, mais je suis pas le seul et je vois que ça fonctionne chez les voisins, ça fonctionne chez moi et ça leur donne de l'énergie pour progresser. » Et tout ça dans un cadre de confiance, ça c'est important, hein. Ouais. On l'a vu encore il y a quelques semaines dans nos réunions d'hiver, durant lesquelles on rassemble un groupe en fait de nos membres. Il y en a 3 qui présentent leur ferme, leur système, les axes de travail qu'ils aimeraient mener, etc. Et puis il y a les autres membres qui réfléchissent collectivement à ces fermes-là. Pour vous poser le contexte, on a vu pendant ces réunions d'hiver que certains s'ouvraient vraiment de façon assez intime sur des difficultés qu'ils avaient dans leur ferme, parfois au niveau familial. Mais ça, c'est vraiment le fait d'avoir un climat de confiance qui permet de s'ouvrir de cette façon-là. Alors, quels sont les principaux obstacles auxquels sont confrontés les agriculteurs quand ils envisagent de passer à des pratiques agroécologiques et comment vous les aidez ? Oui, mais d'abord, le principal obstacle, c'est que tout le monde ne connaît pas encore l'agroécologie. On y travaille, donc il faut en parler et il faut montrer ce que c'est-à-dire aller dans des fermes qui sont déjà avancées dans la transition, ça c'est la première étape. Mais quand des agriculteurs qui sont peu avancés dans cette transition vont voir de belles fermes, qui sont vraiment des exemples, des fermes phares, comme on les appelle, ils disent ça c'est magnifique, mais moi je ne sais pas faire ça chez moi parce que je n'ai pas le même outil, ma terre est différente, on a vu une grande ferme, moi j'en ai une petite, etc. Donc je ne vois pas comment appliquer tout ça chez moi. Ça c'est un premier point. Ça fait deux obstacles déjà. Le fait qu'on ne les connaît pas, puis quand on les connaît, on se dit oui, mais comment est-ce que je le mets en place chez moi ? Et puis, il faut aussi former, parce qu'il faut avoir une base, même d'approche de la nature. Et ça, je ne vais pas m'étendre là-dessus pour le moment, mais la première chose qu'il faut faire quand on s'engage dans une transition agroécologique, c'est arrêter la guerre contre la nature. Le monde occidental, dans notre culture, c'est profondément enfoui dans notre culture, on est en guerre contre la nature en permanence. En agriculture, bien sûr, mais aussi en médecine, en éducation, enfin dans toutes les activités. Et donc, il faut arrêter ça et il faut commencer à coopérer avec la nature. Et alors, on se relaxe, on se détend, quoi. On se dit pas... parce qu'il y a certains agriculteurs qui sont tellement influencés par des messages sur les ravageurs, sur les maladies. Ils en rêvent la nuit, quoi. Et ils sont un peu dans leur tranchée avec leur casque sur la tête. Ils disent, qu'est-ce qui va encore m'arriver ? Et là, je sors ma Kalachnikov parce que ça va sûrement servir. Non, relaxez-vous, les gars. Mais ça se fait pas tout seul non plus. Il faut justement favoriser la vie du sol, les micro-organismes du sol qui nous aident, les vers de terre aussi, etc. Il faut favoriser les alliés des cultures qui sont souvent des insectes qui contrôlent d'autres insectes, etc. Mais se relaxer, quoi. Et donc le former aussi évidemment sur les aspects techniques, sur la façon de voir l'agriculture qui ne doit pas uniquement produire mais aussi transformer et vendre, c'est essentiel. Donc ça sont les formations. Et puis il faut les accompagner comme on fait, c'est-à-dire aller chez eux et avec eux résoudre les problèmes. Bien sûr, c'est l'agriculteur qui décide, mais nous et leurs collègues agriculteurs aussi, on peut proposer à un agriculteur des solutions pour sa ferme. Il est souvent demandeur pour ça. Il a très peu d'occasions de recevoir quelqu'un dans sa ferme qui a une vision globale de sa ferme.
Il y a des organisations qui accompagnent les agriculteurs, mais généralement sur une thématique. En Wallonie, c'est très typique. Il y a l'organisation pour la betterave, une autre pour les maïs, une autre pour les prairies, etc. Mais tous ces gens viennent avec leur optique, et ils veulent pousser leurs plantes, en fait. Comme les marchands d'intrants veulent vendre des pesticides et des engrais et des concentrés pour le bétail. Et nous, on a cette approche globale. Et ça, les agriculteurs adorent, évidemment, parce qu'eux aussi ont une vision globale de leur ferme. Et ils savent bien qu'ils doivent résoudre tous les problèmes, et pas qu'un seul. Alors, comment est-ce que vous envisagez l'avenir de l'agriculture en Wallonie à long terme avec, disons-le, une adoption plus large de l'agroécologie? Il est temps, en tout cas. On est vraiment à un tournant. C'est pour ça que Terre Vivante a été mis en place. Il y a un déclin de l'agriculture familiale en Wallonie, ça on le sait. Actuellement, il reste 12 000 fermes à peu près en Wallonie. On estime, c'est une projection évidemment, mais on ne devrait pas être très loin de ce chiffre-là, qu'il en resterait 3 000 en 2030, plus ou moins. Donc le déclin se prolongerait pour toute une série de raisons. Il y a toutes les difficultés qui ont été soulevés par les agriculteurs ces derniers temps, les prix, etc. Mais l'accès à la terre, la transmission d'une ferme, ce sont toutes des problématiques également qui sont prégnantes. Donc on est vraiment à une époque charnière. Il faut absolument déployer l'agroécologie à plus large échelle. Et nous, c'est ce qu'on espère, c'est toucher de plus en plus de fermes. Et avoir cet effet boule de neige finalement, puisque plus on a de fermes et plus il y en aura, puisque le bouche à oreille fait beaucoup dans le monde agricole. C'est beaucoup comme ça que des gens nous rejoignent. Mais il faut aussi probablement que ça se joue au niveau politique, une volonté politique d'appuyer l'agroécologie. Et d'arrêter, comme Alain le disait, cette guerre contre la nature, puisque pour revenir aux difficultés qui ont été énoncées tout à l'heure dans l'émission et par les agriculteurs ces dernières semaines, ces derniers mois, il y a eu quelques avancées au niveau de la charge administrative, pas tant sur les prix pour l'instant, et pour le moment on s'est surtout trompé d'adversaire, puisqu'on a surtout attaquer les mesures environnementales, et c'est pas là-dessus évidemment qu'il faut agir. Et une dernière question, comment est-ce que le grand public peut vous soutenir ou éventuellement contribuer à la promotion de l'agroécologie en Wallonie et ailleurs peut-être? Oui, c'est ça. Bon, on veut en parler, notamment en venant chez vous, pour que les gens connaissent l'agroécologie et puis achètent des produits agroécologiques. Il faudra certainement les mettre en valeur. En priorité. Un label éventuellement, comme il y a un label bio? Non, parce qu'on ne veut pas entrer en compétition avec le label bio. On veut construire sur la bio. La bio, c'est une success story et il ne faut pas la mettre en danger. Au contraire, on veut la renforcer. Mais on admet aussi qu'il y a d'autres voies que la bio dont on a parlé. Mais oui, c'est en achetant des produits agroécologiques, et en premier lieu bio, puisque ce sont ceux-là qu'on connaît, et du bio local, c'est les deux. Pas seulement le local, parce que le local, ça peut soutenir socialement les agriculteurs, mais on peut avoir de très mauvais produits locaux, et en tout cas des produits traités avec des pesticides. Donc il faut avoir les deux, bio et local, et pas du bio qui vient de Nouvelle-Zélande, par exemple. Et puis, on envisage aussi que les citoyens puissent nous soutenir directement dans notre action. Et on compte prochainement lancer cette possibilité, comme par exemple des citoyens, ils sont nombreux, soutiennent la nature, le WWF ou Natagora, etc. On pourrait soutenir les associations qui s'occupent d'agroécologie et qui, elles, font le travail chez les agriculteurs, parce que, bon, évidemment, les gens qui habitent en ville ne peuvent pas nécessairement aller dans les fermes, acheter les produits, etc. Mais il faudra développer ces filières-là aussi. Il faut inventer des formes nouvelles de commercialisation. Par exemple, des marchés paysans qui sont couverts avec des parkings où il y a une diversité de produits et pas seulement quelques légumes. Aussi des applications pour smartphone, parce qu'on vit quand même au XXIe siècle, et où une application pourrait regrouper les produits d'une vingtaine d'agriculteurs,
agriculteurs, par exemple, qui offrent différentes choses, des produits animaux, des légumes, des pommes de terre, etc. Et quand les gens vont travailler dans le métro ou dans le train, ils peuvent cliquer sur leur application et choisir ça, et ils retrouvent ces produits-là le soir dans leur quartier. Voilà, c'est toutes sortes, ce sont juste des exemples, mais d'une société nouvelle qui est moins dépendante des énergies fossiles, où la vie est remise au centre, où on recrée des liens aussi entre les villes et les campagnes, entre les mangeurs, comme on dit, et les producteurs. Et c'est aussi important d'ailleurs que, dans la mesure du possible, les citoyens, ceux qui habitent à la campagne, mais aussi les citadins qui ont un petit balcon, qui cultivent un peu eux-mêmes, parce qu'alors ils verront la quantité de travail qu'il faut pour produire quelques légumes, des fruits, etc. Ça va redonner de la valeur au travail de l'agriculteur, à la nourriture. Et quand on achète des produits de qualité qui ont bon goût, qui sont vivants, on n'a pas envie de les gaspiller, quoi. Et quand on a cultivé un peu soi-même, même à petite échelle, on fait attention après. On ne jette pas des produits, on essaye quand il reste un peu de légumes, de les recueillir, de les utiliser autrement, de les manger au repas suivant. Parce que le gaspillage alimentaire est aussi un problème qu'il faut solutionner. Voilà quelques idées, mais il y en a bien d'autres, évidemment. Et pour nos auditeurs qui veulent s'engager, comment trouvent-ils des informations sur Terre Vivante ? Alors, on a tous nos réseaux sociaux. Donc, Terre Vivante, je le précise, c'est au pluriel. Terre au pluriel et Vivante au pluriel. Avec un tiret entre les deux. Il n'y a pas de tiret dans le nom, mais pour nous trouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, vous tapez Terre Vivante au pluriel, vous tomberez sur notre page. On est actif également sur Instagram, sur LinkedIn. On a une chaîne YouTube qui fonctionne bien avec pas mal de contenu vidéo. On a la possibilité aussi, en nous contactant via notre site internet www.terre-vivante.net, de s'abonner à notre newsletter qui paraît tous les mois, les récits de Terre Vivante. Rejoignez-nous, venez vous abonner à nos réseaux sociaux, parce que ça permet aussi parfois de découvrir des fermes qui sont à côté de chez vous, avec lesquelles Terre Vivante travaille, et ça répond à votre question tout à l'heure, comment peut-on soutenir l'agroécologie et les agriculteurs. C'est notamment en allant acheter directement chez eux quand il y en a la possibilité. Il y en a quand même quelques-uns qui ont des magasins à la ferme, et chez lesquels on peut acheter directement. Il y a moyen de les découvrir via nos réseaux sociaux, via nos publications, et c'est quelque chose qu'on aimerait pousser à l'avenir. C'est des fiches de présentation de toutes les fermes avec lesquelles on travaille, quels sont les produits aussi qu'on peut y trouver, et ça facilitera évidemment ces interactions entre les mangeurs, donc les citoyens, et les producteurs, les agriculteurs. Ça y est, c'est fini. Et voilà, nous arrivons malheureusement à la fin de cet épisode du podcast Natif, des solutions pour demain. J'espère que vous avez passé un agréable moment à l'écouter et que vous vous êtes enrichis de connaissances nouvelles. Mais souvenez-vous, l'écologie est un voyage sans fin. Alors continuez à nous suivre pour découvrir encore plus de solutions, d'inspiration et d'action pour un monde meilleur. N'oubliez pas, chaque geste compte. Soyez un agent du changement en likant, partageant et laissant un commentaire sur ce podcast. N'oubliez pas non plus de liker notre page Facebook en invitant vos amis et connaissances à faire de même. Chaque action compte dans notre mission commune pour un avenir plus durable. Votre soutien est notre moteur pour continuer à diffuser des solutions pour demain. Donc, abonnez-vous pour être tenu au courant avant tout le monde de la publication du prochain podcast. Et n'oubliez jamais, comme l'a dit le chef amérindien Seattle, la Terre ne nous appartient pas, nous appartenons à la Terre. Restez engagés, restez curieux, et n'oubliez jamais que chaque geste compte dans la quête pour un monde plus vert et plus harmonieux. À bientôt pour de nouvelles aventures inspirantes avec des solutions pour demain. Bye bye.